Convocation d'urgence à Bruxelles. Les représentants diplomatiques européens appelés en catastrophe. Le motif. Des sanctions économiques d'une ampleur inédite susceptibles de transformer radicalement les rapports transatlantiques pour les générations futures. Washington vient de dévoiler l'imposition de tarifs douaniers colossaux visant les nations européennes, oscillant entre 10 et 25%. Mais l'affaire ne s'arrête pas là. Ces sanctions sont assorties d'une condition qui sidère l'Europe entière. L'approbation d'une initiative contestée relative au Groenland. Les métropoles européennes affichent une détermination exceptionnelle. Qu'il s'agisse de Paris, Stockholm, Varsovie ou Bruxelles, le discours est unanime. L'Europe refuse de plier face au chantage. Demeurez avec nous, car l'enjeu actuel transcende largement un différend commercial ordinaire. C'est la structure fondamentale de l'équilibre mondial qui tremble. La riposte européenne s'organise. L'Union européenne réagit immédiatement. Les parlementaires s'apprêtent à geler la ratification d'un partenariat économique crucial avec Washington. Une résolution aux répercussions économiques considérables des deux côtés de l'océan. Le chef du gouvernement suédois s'exprime ouvertement. Son propos est sans équivoque. Nous refusons catégoriquement qu'on nous dicte nos choix. Seul le royaume danois et le territoire groenlandais ont autorité pour trancher sur les sujets les concernant. Stockholm souligne la portée continentale de cette tourmente. Il ne s'agit nullement d'une affaire strictement danoise ou groenlandaise, mais d'une problématique engageant l'ensemble du territoire européen. La Suède révèle des consultations approfondies avec les autres États membres, ainsi qu'avec Oslo et Londres, afin d'élaborer une stratégie collective. Contexte historique important. Cette crise rappelle la tentative d'achat du Groenland en 2019, déjà rejetée catégoriquement par Copenhague. Mais aujourd'hui, l'approche est plus agressive, utilisant la coercition économique comme levier, une première dans les relations entre alliés de l'OTAN. Emmanuel Macron hausse le ton. Du côté de la France, le chef de l'État Emmanuel Macron intervient fermement. Sa prise de parole ne tolère aucune confusion. La République française, souligne-t-il, demeure fidèle au principe de souveraineté et d'autonomie des États, en Europe comme sur les autres continents. Cette valeur, insiste-t-il, oriente les décisions parisiennes dans ses interactions avec Washington et l'ensemble de ses alliés mondiaux. Macron établit un rapprochement audacieux. Il mentionne la mobilisation internationale formée pour épauler Kiev, destinée à protéger les valeurs de souveraineté territoriale et de défense commune. Il transpose cette logique à la conjoncture actuelle du Groenland. Le dirigeant français révèle que Paris a choisi de s'associer aux manœuvres militaires planifiées par Copenhague et Nuuk. Une implication qui touche, selon ses termes, à la stabilité arctique et aux limites du continent européen. Ni les menaces ni les contraintes ne modifieront notre position, affirme Macron, ni en Ukraine, ni au Groenland, ni ailleurs sur la planète. Le discours est puissant. Il crée un parallèle explicite entre deux situations géopolitiques majeures. Ce qui attire particulièrement l'attention, c'est la formulation présidentielle. Il cite expressément que ces deux contextes impliquent des protagonistes qui, d'après certaines expertises, synchronisent leur stratégie. Une manière diplomatique de désigner une convergence d'objectifs entre diverses puissances. Concernant les tarifs commerciaux, Macron demeure inflexible. Ces dispositions économiques sont inadmissibles et n'ont aucune légitimité dans la conjoncture présente. Les Européens, garantit-il, riposteront de façon solidaire et harmonisée si ces pénalités se concrétisent. L'autonomie européenne est menacée et c'est dans cet esprit, conclut le président, qu'il échangera avec ses homologues pour construire une approche commune. Données essentielles. La France possède des territoires dans 3 océans et comprend donc profondément les enjeux de souveraineté territoriale. Cette expérience renforce sa position de principe dans cette crise. Dagwer, la Pologne évoque la fin d'une époque. Comprenez-vous la portée de tout ceci? Poursuivons avec la position polonaise qui franchit un cap supplémentaire. Le dirigeant polonais Donald Tusk exprime sa pensée sans détour. Son interprétation de la configuration est extrêmement grave et mérite une attention particulière. Tusk reconnaît d'emblée qu'il n'est probablement pas opportun d'effectuer une étude exhaustive des implications géostratégiques et militaires d'une potentielle confrontation arctique. Néanmoins, il ne peut demeurer muet devant ce qu'il perçoit comme une menace capitale pour la stabilité planétaire. Prêtez attention à son raisonnement. S'il est question d'une contestation territoriale ou d'une tentative de s'approprier un espace appartenant à une nation membre de l'organisation atlantique,
et que cette initiative provient d'un autre État également partie prenante de l'Alliance, nous faisons face à un contexte déstabilisateur. Plus spécifiquement, si Washington entreprenait une démarche contre le royaume danois, membre de l'Alliance défensive, cela représenterait selon Tusk véritablement la conclusion du système actuel. Laissez cette affirmation résonner quelques instants. Le responsable du gouvernement polonais, dont le pays a constamment figuré parmi les défenseurs les plus fidèles de Washington en Europe, évoque la fin du monde tel que nous le connaissons. La Pologne occupe une position singulière dans cette configuration. Varsovie a historiquement favorisé son partenariat avec les États-Unis, parfois même aux dépens de ses rapports avec d'autres métropoles européennes. Entendre un tel propos de la bouche de Donald Tusk démontre la gravité exceptionnelle de la conjoncture. Précision historique cruciale. La Pologne, qui a accueilli sur son sol le bouclier antimissile américain et qui héberge des milliers de soldats US, n'avait jamais remis en question publiquement la cohérence de l'OTAN. Ce changement de ton marque un tournant historique. Le casse-tête juridique de l'article 5. Ce qui se profile, c'est une situation où l'organisation du traité de l'Atlantique Nord pourrait voir sa cohésion s'effondrer. Une alliance défensive élaborée pour protéger ses participants contre des dangers extérieurs se découvrirait dans une configuration où un adhérent s'oppose radicalement à un autre adhérent. Les ramifications sont vertigineuses. L'article 5 du Pacte Atlantique stipule qu'une agression contre un participant est perçue comme une agression contre l'ensemble. Comment mettre en œuvre ce fondement si l'instigateur appartient lui-même à l'organisation ? Cette interrogation juridique et tactique n'avait jamais été envisagée sérieusement, car elle paraissait absurde. Désormais, des gouvernants européens sont contraints d'y réfléchir, de planifier des scénarios défensifs qui, il y a quelques années encore, auraient été écartés comme de la pure fiction. Analyse juridique. Des experts du droit international soulignent que l'article 5 ne prévoit aucun mécanisme pour un conflit intra-alliance. Cette lacune juridique pourrait paralyser l'OTAN dans son ensemble. Bruxelles dévoile sa stratégie commerciale. Dirigeons-nous maintenant vers Bruxelles où la présidente de la Commission européenne propose une réponse tactique. Ursula von der Leyen, dirigeante de la Commission, privilégie une démarche distincte mais tout aussi significative. Plutôt que de se focaliser exclusivement sur la rhétorique défensive, elle valorise une tactique offensive sur le terrain économique. Von der Leyen dévoile la création d'un espace commercial de 700 millions de consommateurs, un marché incarnant approximativement 20% de la richesse mondiale. Elle évoque un partenariat commercial phénoménal qui transmet un message très fort à la planète. Cet arrangement illustre selon elle un choix explicite et volontaire. L'Europe privilégie les échanges équilibrés plutôt que les barrières tarifaires. Elle favorise des collaborations fructueuses à long terme plutôt que l'isolement. Et particulièrement, elle ambitionne de procurer des bénéfices concrets et palpables pour les citoyens européens et les sociétés du continent. Ce discours n'est nullement fortuit. Il survient précisément au moment où Washington menace d'établir des pénalités commerciales massives. Von der Leyen démontre que l'Europe dispose d'options, qu'elle ne dépend pas du marché américain au point de devoir tolérer n'importe quelle exigence. Chiffre clé du Mercosur. L'accord élimine les droits de douane sur 91% des exportations européennes vers l'Amérique du Sud, représentant 45 milliards d'euros d'échanges annuels. Une alternative stratégique massive au marché américain. De l'accord, l'alliance historique UE-Mercosur. Mais de quel arrangement parle-t-elle précisément ? C'est là que la situation devient véritablement captivante. L'Union européenne et le Mercosur, le groupement économique sud-américain, viennent d'officialiser un traité de libre-échange historique. La cérémonie s'est déroulée au Paraguay. Cet accord rassemble effectivement 700 millions de consommateurs dans une zone commerciale qui s'étend du vieux continent à l'Amérique latine. Le Mercosur englobe le Brésil, l'Argentine, le Paraguay et l'Uruguay. La Bolivie constitue l'adhérent le plus récent du bloc. Toutes ces nations rejoignent désormais l'Union dans un partenariat économique colossal. Mesurer les implications. Tandis que Washington impose des tarifs et défie ses partenaires, l'Europe déverrouille ses marchés vers de nouveaux collaborateurs. Les producteurs brésiliens de bétail, les cultivateurs argentins, les industriels européens, tous vont profiter de cette entente. Et qui va en pâtir ? Les agriculteurs américains, les entreprises américaines qui comptaient sur le marché européen. Les éleveurs texans vont se découvrir en rivalité directe avec les producteurs brésiliens qui disposeront dorénavant d'un accès favorisé au marché européen. Impact économique concret.
Le secteur agricole américain pourrait perdre jusqu'à 12 milliards de dollars par an selon certaines estimations, tandis que le Brésil gagnerait 7,5 milliards d'euros en exportation de viande bovine vers l'Europe. Le Canada se tourne vers Pékin. L'affaire ne s'arrête pas là. Le Canada également réagit à sa façon. Ottawa vient de révéler un partenariat stratégique avec la Chine évalué à 100 milliards de dollars. Cette collaboration concerne le gaz naturel liquéfié, l'automobile électrique et d'autres domaines stratégiques. La Chine va commencer à acquérir massivement du colza canadien, du GNL, de la technologie écologique. Tout ceci au préjudice des producteurs américains qui pensaient bénéficier de débouchés assurés. L'ironie de la configuration est saisissante. Les politiques commerciales agressives de Washington ne consolident pas la position américaine. Elles orientent les partenaires traditionnels vers de nouvelles alliances. Elles accélèrent l'établissement de circuits économiques qui contournent les États-Unis. Dimension énergétique. Le Canada possède les troisièmes réserves mondiales de pétrole et d'immenses ressources en GNL. Son basculement vers la Chine redessine la carte énergétique mondiale. De Garwood, le mystérieux Conseil de la paix à 1 milliard. Mais attendez, car ce qui suit va vous stupéfier. Un projet de conseil international qui évoque quelque chose extrait d'un roman d'anticipation. Bloomberg vient de diffuser une information exclusive qui a provoqué l'effet d'une déflagration dans les chancelleries mondiales. L'administration américaine aurait suggéré la création d'un conseil de la paix avec des conditions pour le moins atypiques. D'après le projet de charte obtenu par Bloomberg, les nations qui aspirent à devenir membres permanentes de ce conseil devraient verser 1 milliard de dollars. Oui, vous avez correctement entendu, 1 milliard de dollars par nation. Mais voici l'élément qui choque. Selon les documents consultés par Bloomberg, cet argent ne serait pas versé au Trésor américain, il serait versé directement à l'administration en place. Une formulation qui évoque un contrôle privé plutôt qu'institutionnel. La charte proposée serait jugée comme inacceptable par la majorité des pays qui auraient potentiellement pu rejoindre ce conseil. Des sources diplomatiques affirment que même le dirigeant israélien aurait décliné ces conditions. Quand un partenaire aussi proche qu'Israël refuse de s'associer, cela en révèle beaucoup sur le caractère irréaliste du projet. Révélation diplomatique. Selon des sources à Tel Aviv, même les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite, pourtant disposés à investir massivement dans des partenariats avec Washington, auraient exprimé des réserves sur ce modèle transactionnel de la diplomatie. Une alternative à l'ONU, plusieurs nations s'opposent catégoriquement au projet de charte et œuvrent à coordonner une opposition collective à ces propositions. Les préoccupations sont multiples. Premièrement, la question de la gouvernance planétaire. Ce Conseil de la paix ressemble à une tentative d'établir une structure concurrente aux Nations Unies. Mais contrairement à l'ONU, où les résolutions sont adoptées collectivement par les États membres, ce nouveau Conseil serait sous domination unilatérale. Deuxièmement, l'étendue du Conseil ne se cantonnerait pas à une région spécifique comme Gaza ou le Moyen-Orient. L'ambition serait globale. Remplacer progressivement le système onusien par une structure où un seul pays, voire une seule administration, aurait le dernier mot. Troisièmement, le modèle de financement est sans équivalent dans les relations internationales. Réclamer 1 milliard de dollars par pays pour devenir membre permanent d'une organisation internationale, cela ne s'est jamais produit. Cela transforme la diplomatie en modèle transactionnel. La Maison-Blanche a confirmé l'existence de ce projet, mais a tenté d'atténuer. Un porte-parole a déclaré que le versement d'1 milliard de dollars ne serait pas obligatoire pour tous les membres. Il y aurait différentes catégories d'adhésion. Membres permanents pour 1 milliard, membres temporaires pour moins. Comparaison historique. Même la Société des Nations après 1918 ou l'ONU en 1945 n'avaient jamais exigé de cotisation d'entrée. Ce modèle rappelle davantage les clubs privés d'affaires que les institutions multilatérales. La Virginie défie Washington. Cette clarification n'a fait qu'amplifier la confusion. Un système de diplomatie à plusieurs niveaux où l'influence s'achète au prix fort, cela évoque davantage un club exclusif qu'une institution internationale. Les capitales mondiales ont réagi avec scepticisme et dans certains cas avec indignation. L'idée qu'on puisse acheter sa place dans un conseil censé promouvoir la paix mondiale heurte les principes fondamentaux de la diplomatie multilatérale. Malgré toute la publicité autour de ce Conseil de la paix, il ne dispose pas du soutien des principaux acteurs régionaux et planétaires. Les puissances intermédiaires refusent de cautionner un système qui les transformerait en payeurs sans réel pouvoir de décision.
Pendant que ces projets diplomatiques controversés font les gros titres, une autre histoire se déroule aux États-Unis même. Une histoire qui concerne directement les prérogatives des États fédérés face au gouvernement central. En Virginie, une transformation historique vient de s'opérer. Abigail Spanberger a officiellement prêté serment comme nouvelle gouverneure de l'État et son premier acte en fonction est hautement symbolique. Spanberger a signé un décret exécutif abrogeant une directive de son prédécesseur. Cette directive obligeait les forces de l'ordre virginiennes à coopérer systématiquement avec les agences fédérales d'immigration. Contexte constitutionnel. Cette décision s'appuie sur le 10e amendement qui réserve aux États les pouvoirs non explicitement délégués au gouvernement fédéral. Un débat juridique vieux de 2 siècles sur le fédéralisme américain. La nouvelle gouverneure estime que cette obligation détournait les ressources limitées de la police d'État de ses missions principales. Son raisonnement est simple. Faire respecter les lois fédérales sur l'immigration relève de la responsabilité des forces de l'ordre fédéral. Les agents de police d'État et locaux doivent pouvoir se concentrer sur leur cœur de métier. L'investigation des crimes, la police de proximité, la sécurité des communautés qu'ils servent. La réaction de Washington ne s'est pas fait attendre. L'administration fédérale a commencé à déployer des agents dans plusieurs villes de Virginie. Des équipes fédérales sont arrivées dans le centre de la Virginie et dans d'autres régions de l'État. Ce déploiement est perçu par beaucoup comme une forme de pression, voire de bras de fer contre un État qui refuse de se plier aux directives fédérales. Le sénateur Cassidy, une loyauté non récompensée. La Virginie n'est pas le seul État dans cette situation, mais elle devient un symbole de la résistance des gouvernements locaux. D'autres développements politiques en Virginie méritent également l'attention. L'État s'apprête à organiser des référendums majeurs en avril prochain. L'un concerne le redécoupage électoral. Un autre touche au choix de santé des femmes. Ces consultations populaires montrent que la Virginie prend un tournant après des années sous administration conservatrice. Le conflit entre Richmond et Washington illustre une tension plus large dans le système fédéral américain. Jusqu'où le gouvernement central peut-il aller pour imposer ses politiques aux États? Quels sont les droits et les responsabilités de chaque niveau de gouvernement? Ces questions ne sont pas nouvelles dans l'histoire américaine, mais elles prennent une acuité particulière dans le contexte actuel de polarisation politique. Maintenant, parlons d'un retournement politique qui montre à quel point la loyauté est devenue une notion fragile dans le paysage politique actuel. L'histoire du sénateur Bill Cassidy est un cas d'école de ce qui peut arriver quand on essaie de naviguer entre différentes factions. Cassidy représente la Louisiane au Sénat. Il est médecin de formation et il préside le comité sénatorial de la santé. Quand la nomination d'un candidat controversé pour diriger le département de la santé a été soumise au Sénat, Cassidy s'est retrouvé dans une position délicate. D'un côté, en tant que médecin, il connaissait les positions très débattues du candidat sur les politiques de santé publique. D'un autre côté, Cassidy souhaitait le soutien de l'administration pour sa propre réélection en 2026. Il a donc choisi de soutenir la nomination. Son vote a été décisif pour faire avancer le dossier en commission. Cassidy pensait probablement qu'en soutenant cette nomination, il s'assurait le soutien de Washington pour sa campagne. Erreur de calcul majeure. L'administration vient d'annoncer qu'elle soutiendra une autre candidate lors des primaires républicaines en Louisiane. Une certaine Julia Letlow. Le message est clair, le soutien de Cassidy n'a pas été payé de retour. Il a compromis ses convictions pour un calcul politique qui s'est révélé totalement inefficace. Analyse politique. Nelaku, cette trahison illustre une tendance plus large. Même la loyauté absolue ne garantit plus rien dans le paysage politique américain actuel. Les alliances sont purement transactionnelles et éphémères. Les fractures républicaines s'approfondissent. Les conséquences de cette nomination vont bien au-delà de la carrière politique de Bill Cassidy. Le nouveau secrétaire à la santé a déjà annoncé son intention de réviser les directives de prévention sanitaire. Les experts de santé publique sont alarmés. Les programmes de protection contre les maladies infantiles qui avaient été extrêmement efficaces aux États-Unis pourraient être modifiés. Tout cela à cause d'un sénateur qui a préféré son intérêt politique à sa responsabilité professionnelle, et maintenant, il se retrouve sans le soutien qu'il espérait obtenir, tout en portant la responsabilité des conséquences de son vote. Cette histoire montre à quel point le système politique actuel récompense la loyauté plutôt que l'indépendance. Mais elle montre aussi
que cette loyauté ne garantit rien. Les alliances politiques sont éphémères. Les principes, eux, ont des conséquences durables. Pendant ce temps, au Congrès, les réactions à la crise groenlandaise révèlent des fractures profondes au sein même du Parti républicain. Le sénateur Jim Banks, figure de l'aile conservatrice, a publiquement célébré le départ d'un de ses collègues. Le représentant Don Bacon du Nebraska a annoncé qu'il ne se représenterait pas. La réaction de Banks. Il a exprimé sa satisfaction, voyant dans ce départ une opportunité de renforcer la ligne dure du parti. Il utilise des termes forts pour qualifier ceux qui ne s'alignent pas sur cette vision radicale. Mais ce qui a vraiment déclenché l'ire de Banks, c'est la position de Bacon sur le dossier groenlandais. Bacon avait exprimé des réserves sur l'idée d'acquérir le Groenland par la pression. Pour Banks, cela était inacceptable. Lager, la vision transactionnelle du Groenland. Banks a ensuite défendu avec enthousiasme la stratégie de l'administration. Selon lui, placer l'Amérique au premier plan signifie reconnaître que le Groenland est stratégiquement précieux et qu'on ne peut pas permettre au Groenland de tomber sous influence étrangère. L'argument de Banks est que l'approche économique est une façon légitime de négocier. Il compare cela à une transaction immobilière. Cette analogie est révélatrice. Banks voit le Groenland comme un actif à acquérir, pas comme un territoire habité par 56 000 personnes qui ont leur propre gouvernement et leur droit à l'autodétermination. Banks affirme que tout cela est bénéfique pour la sécurité nationale américaine. Il se félicite de l'annonce concernant les droits de douane et espère que cela amènera le Danemark à négocier. Il reconnaît que l'idée d'acquérir le Groenland n'est pas nouvelle. D'autres présidents américains ont tenté, mais selon Banks, l'approche actuelle est plus stratégique. Précédents historiques. En 1946, Harry Truman avait offert 100 millions de dollars, l'équivalent de 1,6 milliard aujourd'hui, pour le Groenland. Le Danemark avait refusé catégoriquement. Cette fois, la pression est militaro-économique. Cette vision du monde est partagée par une partie du parti, mais elle est loin de faire l'unanimité. D'autres républicains pensent que cette approche aliène les alliés traditionnels et affaiblit la position américaine. Le départ de voix modérées laisse le champ libre aux partisans d'une ligne dure, ce qui pourrait avoir des conséquences majeures sur la politique étrangère américaine. Pourquoi le Groenland est crucial ? Mais revenons maintenant à la question fondamentale. Que se passe-t-il réellement avec le Groenland ? Le Groenland est le plus grand territoire non continental du monde, 2,16 millions de kilomètres carrés, en grande partie recouvert de glace, une population de 56 000 habitants. Le Groenland est un territoire autonome du Royaume du Danemark. Il gère ses affaires intérieures, mais le Danemark reste responsable de la défense et de la politique étrangère. Stratégiquement, le Groenland est crucial car il contrôle l'accès à l'Arctique. Avec les changements climatiques, de nouvelles routes maritimes s'ouvrent. Le passage du nord-ouest pourrait devenir une voie commerciale majeure. Ensuite, le Groenland possède d'énormes ressources, terres rares, minerais et réserves énergétiques. Militairement, il accueille la base de Thulé, cruciale pour la défense antimissile. Ressources stratégiques. Le Groenland détient 25% des réserves mondiales de terres rares, essentielles pour l'électronique moderne et les technologies vertes. Il possède également d'importants gisements d'uranium, de zinc et de plomb. Mais pourquoi cette obsession soudaine ? Plusieurs facteurs se combinent. La Chine a manifesté son intérêt pour investir. La Russie renforce sa présence militaire dans l'Arctique. Dans ce contexte, certains stratèges américains estiment que les États-Unis doivent sécuriser leur position par un contrôle plus direct. Mais il y a un problème majeur, le Groenland n'est pas à céder. Le gouvernement groenlandais et le gouvernement danois l'ont répété. Nous ne sommes plus à une époque où l'on peut acquérir des territoires habités sans consulter les populations. Le Premier ministre groenlandais a été très clair. Le peuple groenlandais aspire à son autonomie, pas à un changement de tutelle. La pression maximale et ses limites. Face à ce refus de l'administration américaine semble avoir choisi la pression maximale, d'où les mesures tarifaires contre l'Europe. Cette stratégie est-elle efficace ? Au lieu de diviser l'Europe, elle semble la rassembler. Au lieu d'isoler le Danemark, elle en fait un symbole. Ce qui se joue dépasse la question territoriale. C'est un test pour l'ordre international, pour la solidarité atlantique et pour la capacité de l'Europe à défendre ses principes. Les ambassadeurs à Bruxelles discutent de l'avenir de l'Alliance occidentale. Les prochains jours seront cruciaux. L'Europe va-t-elle maintenir son unité ? Les États-Unis vont-ils mettre leurs menaces à exécution ? Une chose est certaine, la configuration des alliances change, les partenariats commerciaux se redessinent, la carte géopolitique évolue sous nos yeux.
Scénario possible. Les analystes évoquent 3 issues. 1. Un recul américain face à l'unité européenne. 2. Une escalade menant à une crise majeure de l'OTAN. Ou 3. Un compromis impliquant des investissements américains massifs au Groenland, sans changement de souveraineté. Nous continuerons à suivre cette histoire de près. La géopolitique est plus complexe et imprévisible que jamais. Ce qui était impensable il y a quelques mois devient la réalité d'aujourd'hui. Les alliances forgées pendant des décennies se fragilisent. De nouveaux blocs se forment. L'équilibre mondial se réinvente. Restez informés, car chaque jour apporte son lot de développements qui redessinent notre monde.